On va partir sur les brèves, si ça vous va bien. Adrien, c'est toi qui commence, puisque GTA 6, enfin, est confirmé. C'est un secret de polichinelle, bien entendu, Hmm. mais enfin, on a l'annonce officielle. Bah alors, est-ce que ça vous dit d'avoir une date de sortie pour GTA 6 Oui. que je n'ai pas, Ah, malheureusement. bah Mais super. je sais que GTA 6 va bientôt être annoncé. En tout cas, c'est Rockstar qui l'a enfin confirmé par le biais d'un tweet officiel. Dans ce tweet, Rockstar, en fait, par le biais de son créateur Sam Houser, a déclaré: Nous sommes très excités de vous annoncer qu'au début du mois de décembre, nous publierons la première bande-annonce du prochain Grand Theft Auto. Nous sommes impatients de partager ces expériences avec vous tous pendant de nombreuses années encore. Donc voilà, il va falloir patienter encore quelques semaines avant de découvrir le premier trailer, teaser peut-être, de GTA 6. Pour l'instant, on ne sait pas du tout voilà, à quelle date sortira ce jeu vidéo, qui est, je pense, le jeu vidéo le plus attendu de la décennie, sûrement. Probablement, Parce oui, que à peu près GTA comme tous les 5 quand GTA. même. Hein. Voilà, c'est ça, mais le 5 quand même est encore extrêmement joué, notamment le online. Donc GTA 6 c'est attendu par tout le monde et on a très hâte. Les premières rumeurs laissent entendre qu'il y aura pour la première fois un personnage féminin en tant qu'héroïne à jouer, donc ça c'est cool, et une sorte de duo à la Bonnie and Clyde. Et tout ça c'est des rumeurs encore une fois, donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus. On a très hâte de découvrir la bande-annonce. Rumeurs qui seront sans doute confirmées ou pas au mois de décembre quand on aura un premier visuel officiel. Hein. Vous attendez pas à ce que ça soit révélé pendant les Game Awards, puisqu'en général Rockstar n'a pas besoin de ce genre de publicité, de ce genre d'événement pour faire parler de lui. La preuve, hein, puisque on en est à 44 millions d'impressions sur Twitter pour un thread Twitter d'annonce. Sans image, sans rien. Voilà. Et précisons que c'est à l'occasion des 25 ans aussi de Rockstar que Rockstar balance cette news, voilà, donc c'est plutôt joli comme annonce pour un anniversaire. Exactement. Noémie, c'est le genre de truc qui t'intéresse, toi, ou jeux vidéo, c'est pas ton truc? Alors, pas trop. Je joue très très peu aux jeux vidéo par un manque de temps. Malheureusement, il faut bien faire des choix. Maintenant, GTA, oui, j'y ai joué. J'ai joué à Vice City, notamment. Ouais. Et j'ai touché un petit peu le 5 quand il est sorti, parce que j'avais un très bon pote qui l'avait. Mais oui, c'est pas mon jeu préféré, mais j'y ai joué parce que tout le monde y a joué et que honnêtement, c'est quand même assez cool. Bien sûr. Là, on va parler... Bon, en fin d'émission, on vous fera notre point sur la saison 2 de Loki, mais en attendant, on a eu quelques petites nouvelles de la part de Tom Hiddleston. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la fin de la grève de la SAG-AFTRA, des acteurs américains, mais ce qui a permis, en fait, à Tom Hiddleston d'être le premier invité du Tonight Show sur NBC, auprès de Jimmy Fallon, après cette fameuse grève, ce qui a permis, évidemment, à la série Marvel de se terminer, grosso modo, avec un petit peu de promotion, qui lui avait échappé ces derniers mois, bien entendu. Tom Hiddleston, qui a présenté un petit peu le final, donc le 6e épisode de Loki saison 2, comme étant la conclusion de l'arc de son personnage, comme étant la fin d'un voyage pour le dieu du mensonge asgardien, et ce qui évidemment fait éventuellement poser quelques questions, c'est-à-dire est-ce que Loki a terminé sa course auprès du MCU? Est-ce que Loki n'aura pas de saison 3? Visiblement, l'acteur laisse un petit peu planer le doute. L'acteur est aussi le créateur de la série, qui a révélé, ça, je le dis sur TikTok, hein, pour ceux qui sont abonnés, que justement Loki saison 1 était la première partie d'un bouquin, et Loki saison 2 était la dernière. Donc en fait pour lui c'est vraiment la fin d'un cycle et d'une histoire, voilà, c'est une histoire complète. Donc est-ce que Loki reviendra plus tard dans la MCU? Pourquoi pas, mais en tout cas Loki en série, bon, pas sûr du tout. On se posera peut-être la question évidemment en fin d'émission. Une reco sans spoiler, ne vous inquiétez pas, bien entendu. Où on dira peut-être le bien ou le mal que l'on pense de cette série. Allez, j'ai envie de redonner la parole à Adrien sur Stranger Things. La saison 5, ça y est, a priori, ça se débloque. La grève de la SAG-AFTRA est terminée. Bon, qu'est-ce qu'on en sait de tout ça ? Alors, on sait déjà par le biais de David Harbour, qui joue Hopper, que le tournage va reprendre très prochainement. Lui, il dit d'ici quelques jours. Donc, ça va commencer à s'activer d'ici quelques temps. Pour lui, en fait, il est très impatient. C'est ce qu'il raconte en fait sur le tapis rouge d'une récente cérémonie. Très impatient de retourner sur le tournage, justement, depuis la fin de la SAG-AFTRA, de la grève des acteurs. Et on n'en sait pas évidemment beaucoup plus sur ce qui va se dérouler dans cette saison 5, sauf une
une sorte de petit teaser en fait qui est sorti très récemment sur le compte Twitter officiel de Stranger Things, dans lequel en fait on voit une photo du script des 2 premières lignes de l'épisode 1 de la saison 5. Et j'ai traduit en fait ces 2 premières lignes. On peut y lire le son du vent froid, les arbres qui grincent et la voix d'un enfant qui chante une chanson connue. Voilà, c'est tout. Ce sera le tout début de l'épisode 1 de la saison 5. Quel teasing, mon Dieu. Donc voilà, on imagine qu'on reviendra un petit peu quand même à l'horreur dans cette saison 5. En tout cas, bien plus que ce qui avait été le cas dans la saison 4, qui était vachement plus coloré, je trouve, par rapport aux autres saisons, moins dark, moins sombre. Et c'est un vrai blockbuster la saison 4. Ouais, c'est un super blockbuster où ils étaient tous éparpillés aux 4 coins des États-Unis et du monde même, sans trop spoiler. Et donc voilà, évidemment, c'est la poule aux œufs d'or de Netflix, donc ils vont diffuser des infos au compte-gouttes. Mais j'ai très hâte d'en savoir plus, quoi. Noémie, Stranger Things, c'est une série que t'apprécies? Alors j'avais adoré la saison 1, un peu comme tout le monde, je pense. Et après, j'ai majoritairement été déçue de la suite. Voilà. Pour moi, ça aurait dû se terminer à la saison 1. Alors que certains de mes personnages préférés ont vraiment commencé à arriver après. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment plus une pompe à fric qu'autre chose. Et j'ai pas forcément été plus charmée que ça par la suite. J'ai adoré ce que ça a emmené. Beaucoup de gens, du coup, ont redécouvert un petit peu la vague science-fiction un peu 80s, le fait de pouvoir reparler un petit peu de D&D, ce genre de truc, ça c'était cool. Maintenant, est-ce que c'était vraiment nécessaire? La réponse est non. Donc, vraiment, la première saison était parfaite et c'était une des séries qui m'a le plus chamboulée à l'époque. T'as pas aimé pour le reste, c'était quand même très bof. La dernière en fait, la 4, elle est tellement faite pour dire regarde, aie de l'émotion, aime-moi, regarde, t'as de l'émotion, tu vas... Moi, ça m'énerve quand on me dit hey, vas-y, chiale. Si j'ai envie de chialer, c'est chialer toute seule, moi, comme d'habitude, toute seule, tu vois. C'est quand même, pas en me secouant, tu vois. Et bien sûr que j'ai chialé sur du Kate Bush. Évidemment que j'ai chialé sur du Kate Bush. Mais en me disant, putain, t'es vraiment trop con de le faire. Tu vois. Mais oui, la 4ème pour le coup a remonté un petit peu les trucs. Mais maintenant c'est un peu ridicule. Je veux dire, les gamins ils ont 22 ans, tu vois. Qu'est-ce qu'ils vont encore jouer des lycéens? Ils ont clairement l'air d'être âgés, tu vois. Ça, c'est un peu. C'est un peu tristoun, quoi. Ouais, ils galèrent là-dessus. Je pense que c'est leur gros souci aux créateurs de Stranger Things. Moi, je suis assez ambivalent sur Stranger Things aussi. J'aime beaucoup la saison 1. J'aime beaucoup, évidemment, l'élan un peu culturel qu'il y a eu autour de ce revival un petit peu des 80s, de D&D aussi. Vous savez que j'adore ça. Et c'est vrai que moi, la saison 2, j'ai batté un peu de l'aile déjà. La saison 3 était un petit peu mieux. J'ai bien aimé la saison 4, donc je suis un peu curieux de voir cette saison 5. Mais je pense que oui, là, il est grand temps que ça se termine. Et qu'on passe un petit peu à autre chose, même si j'imagine bien qu'il va y avoir des spin-offs, parce que c'est une telle machine à cash tout ça, que évidemment que ça va continuer. Mais bon, voilà pour Stranger Things saison 5, qui est évidemment parmi les priorités du côté de Netflix à tourner dès maintenant pour que ça arrive le plus vite possible. Du côté des priorités, évidemment, on a Marvel, le MCU, qui a un petit peu rebattu ses cartes après l'arrivée de l'annonce de cette fin de grève de la SAG-AFTRA, puisque on sait désormais que le calendrier va être manié pour le MCU, dont la phase 5 est un petit peu complexe, hein, évidemment. En tout cas, Deadpool 3 a une date de sortie désormais au 26 juillet 2024. Captain America 4, ça sera le 14 février 2025. Les 4 Fantastiques, ce sera le 2 mai 2025. Thunderbolts, ce sera le 25 juillet 2025. Et Blade, le 7 novembre 2025. Donc tous décalent plus ou moins en 2025, avec 4 films du MCU en l'espace de 12 mois, même pas, en l'espace de 8 mois sur 2025. Bon, des gros blockbusters qui seront évidemment très attendus. Je pense que celui qui est le plus attendu de tous pour l'instant, c'est évidemment Deadpool 3, qui est aussi celui qui est le plus avancé, hein, puisqu'il avait fait la moitié de son tournage avant d'être arrêté par les différentes grèves. Captain America 4, a priori, c'est compliqué.
d'un point de vue tournage et d'un point de vue scénario. Les 4 Fantastiques, on n'en a pas vraiment de nouvelles. Les Thunderbolts a été complètement arrêté au moment de la grève de la WGA, donc les scénaristes. Et puis Blade, on en parlait la semaine dernière, lui aussi a souffert de beaucoup de problématiques au niveau de son scénario, à tel point que Mahershala Ali avait annoncé son intention de quitter le projet avant que celui-ci soit repris un petit peu en main. Donc voilà qui nous donne quand même des indications assez complexes autour du futur du MCU, du moins du côté des films. Et puis le plus fou, c'est qu'il y a un seul film en fait qui est prévu en 2024, c'est Deadpool. Ouais. Donc ils misent gros, je pense, quand même sur Deadpool 3, qui, alors certes, niveau histoire, apparemment pourra vachement servir à tout ce qui est multivers, etc. Mais bon, quand même, c'est bonne responsabilité sur les épaules de Ryan Reynolds, quoi. Oui, il peut les tenir, hein, ses responsabilités. On connaît son potentiel de cash machine, hein, surtout chez Deadpool, même... bien sûr. Surtout, oui, tout à fait, mais c'est quand même rigolo que le mec, à la base, on lui a un peu interdit de faire son film Deadpool, et aujourd'hui, ça devient le sauveur du MCU. Le mec, il ramène Hugh Jackman, etc., donc c'est quand même assez drôle, quoi. C'est clair. Noémie, le MCU, tu suis toujours ou t'as un peu lâché? J'ai lâché. Ouais. J'ai complètement lâché. Je pense que j'ai vraiment bien aimé la phase 1, un peu comme tout le monde, encore une fois. Et puis j'ai tout vu jusqu'à Endgame, et après j'ai un peu fait ma tambouille, quoi. J'ai regardé Eternals parce que j'avais bien aimé, j'avais lu quelques comics à l'époque et j'avais bien aimé. J'ai regardé Loki juste pour Tom Hiddleston et pour Owen Wilson. Sinon, honnêtement, il y a tellement de projets qui sont plus intéressants que j'ai un peu lâché le truc, très honnêtement. Après, je regarde un petit peu de loin parce que je suis pas à l'abri d'avoir un truc vraiment qui me plaît, mais plus 2024, pour le coup, ça va vraiment être une grande année au point de vue de SF. Donc, quitte à choisir, quitte à mettre mes 10 € dans un billet de cinéma, ça sera sûrement pas... Peut-être Deadpool, peut-être que j'irai le voir. Mais à part ça, je suis pas forcément sûre d'aller voir autre chose, quoi. Je suis complètement d'accord. Anthony qui nous dit... Là, par exemple, Marvel, j'irai clairement pas le voir, quoi. Ouais. En plus, les super-héros, j'adore ça. Sur le principe, tu vois, je suis la première à attendre que The Boys sorte, par exemple, tu vois. J'ai rien du tout contre le principe du super-héros, c'est juste le principe du super-héros à la Marvel qui me gonfle. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on nous a tellement rabattu les oreilles depuis 2008 que bon. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Il y a une rupture après Endgame. Au final, pas dire grand-chose de très intéressant au final sur ce que c'est qu'être un super-héros, tu vois. Clairement. Il y a une vraie rupture après Endgame, à mon avis, au niveau du public, c'est assez évident. Est-ce qu'il y aura une rupture au niveau du public avec l'annonce de ce film The Legend of Zelda ou pas? Alors évidemment, on s'y attendait tous, qu'il y ait un film Zelda qui soit annoncé, mais est-ce que on était prêt à ce qu'il soit annoncé sous cette forme, Adrien? Et non, parce que la forme, en fait, c'est en prise de vue réelle. On s'y attendait pas du tout. Il y avait des rumeurs qui laissaient entendre que Illumination Studio, qui s'était occupé de Mario très récemment, pouvait prendre la suite, en fait, en continuant, en adaptant la licence Zelda en dessin animé, enfin en animation. Et pourtant, non, on aura un film live action, donc réalisé par Wes Ball. Wes Ball, qui est le réalisateur de la trilogie du Labyrinthe, donc trilogie Young Adult, post-apo, qui s'occupera donc de The Legend of Zelda en prise de vue réelle, avec Sony à la production. Et Nintendo évidemment aussi derrière. Ce sera produit aussi par Avi Arad et tout ça sera cofinancé par Nintendo et par Sony. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas d'annonce de casting, il n'y a rien du tout, mais ça fait déjà peur évidemment aux fans de Zelda qui n'imaginaient pas un jour avoir droit à une adaptation comme ça. C'est très casse-gueule évidemment sur le papier, mais c'est très logique aussi de la part de Nintendo parce que Mario, le film, Super Mario le film qui a rapporté quand même plus d'1 milliard de dollars au box-office, a donné des idées à Shigeru Miyamoto, et Shigeru Miyamoto a récemment indiqué sur Twitter qu'en fait ce film en prise de vue réelle Zelda était dans les cartons depuis de nombreuses années. Il explique: nous avons maintenant officiellement commencé le développement du film avec Nintendo, qui est fortement impliqué dans la production. Cela prendra du temps avant son achèvement, mais j'espère que vous attendez avec impatience de le voir. Alors, est-ce qu'on attend avec impatience de le voir? Je ne sais pas, mais en tout cas, par curiosité, oui, je serais sûrement le premier à vouloir découvrir qui va jouer Link, et qui va jouer Zelda, et qui va jouer les Gorons. J'aimerais bien voir des Gorons. Ça va être très drôle. Mais oui, il y a tout ça. Tout ce qui est Zora, Goron, etc. Ça va être très drôle de voir comment ils se débrouillent avec ça. Et rappelons que Wes Ball prochainement en fait réalisera La Planète des Singes, Kingdom of the Planet of the Apes, qui sortira en mai 2024, qui était un film qu'on n'avait pas forcément sur les radars et qui a dévoilé sa bande-annonce il n'y a pas si longtemps que ça. Je t'avoue que je suis très circonspect face à cette annonce de film live action sur Zelda, parce que
ça a été un tel strike en fait le Super Mario Bros film là en avril dernier que je m'attendais évidemment à ce que ça soit un film d'animation. Et il y a tellement de choses à faire sur de l'animation avec Zelda que je me suis dit, évidemment qu'ils vont faire ça. Après, le problème, c'est qu'un film d'animation, ça dure extrêmement longtemps à faire, et peut-être qu'ils n'ont pas envie de prendre ce temps-là, à l'évidence. Oui. Le problème, c'est que du coup, faire un film en live-action, c'est tout un autre set de problèmes. C'est qui est-ce qu'on choisit pour incarner Monsieur Zelda, alias Link. Zelda. Qui est-ce qu'on choisit pour Zelda elle-même? Qui est-ce qu'on choisit pour Ganondorf? Comment est-ce qu'on fait pour faire apparaître des gorons à l'écran, des auras à l'écran? Comment est-ce qu'on fait, tu vois? Et donc bon, ça c'est tout un problème. Évidemment, j'ai vu des fan castings dans tous les sens depuis, bien entendu. Chris Pratt notamment. Voilà, bien entendu, tout le monde veut absolument que ce soit Tom Holland. It's me, Link. Moi, j'en ai ras-le-bol de Tom Holland. Il est bien mignon, Tom Holland, mais il est partout. En fait, Mais il a la bonne taille, il est pas très grand. Oui, peut-être. Il suffit, en fait, au bout d'un moment, tu vois, c'est... Donc je sais pas... Non, il y a Hunter Schafer, c'est ça, de... Comment elle s'appelle, la série Euphoria? J'ai jamais regardé Euphoria, mais apparemment, c'est vrai que physiquement, il y a quelque chose, elle ressemble à Zelda. Oui, c'est vrai. Mais après, voilà, c'est des fan casting, comme tu dis, quoi. T'en penses quoi, toi, Noémie, de cette idée de film en live action? Je trouve que c'est une idée de merde. Voilà. Tu lâches les termes. Non, parce que en soi, ce qui a marché avec Mario, ce soit de l'animation, ce soit fun, c'est coloré, ça allait vite, c'était mignon, voilà. Et mine de rien, Zelda, c'est un peu la même chose. Enfin, je veux dire, moi, je suis très grand fan de Wind Waker, enfin vraiment des Zelda Minish Cap, ce genre de petits trucs là. Et ce qui est bien avec Zelda, c'est que justement, t'es dans un monde qui n'est pas le tien. Ça n'a aucun sens de le mettre en live action pour des trucs qui sont un peu plus réalistes, type, je sais pas moi. Alors, le film était de la merde, mais Uncharted, ce genre de délire, c'est normal que ce soit pas du live action, mais là, mais tu vois pas un souffle épique, un truc de fantasy, un truc énorme, tu vois? Absolument pas. Non, parce que tu sais ce que j'ai vu en souffle épique récemment en fantasy, j'ai vu The Witcher. Oui. Mais un peu dark. Donc mon souffle épique de fantasy, si tu veux, il en a un peu pris plein là où je ne dirais pas trop. Donc, et puis il a vu Rings of Power aussi. Là, ce qui a sauvé le monde, c'était un peu House of Dragons, mais mon souffle épique de fantasy, si tu veux, depuis la saison 5 de Game of Thrones, il est pas en super forme. Oui, je comprends. Mais alors, voilà. Faire l'avocat du diable quand même, mais imagine un truc à la Willow dans l'idée, tu vois. Un truc pour enfants, parce que ça sera pour enfants. Et un truc pour enfants, il n'y en a pas eu tant que ça, en fait, récemment, de fantasy, tu vois. Vraiment destiné aux enfants. Je pense que la fantasy a bien besoin d'un gros projet qui l'emmène un petit peu loin, quoi. Il y en a un qui pourrait arriver potentiellement, peut-être à la rigueur, en 2026. Lequel? C'est les livres de Brandon Sanderson, c'est Miss Born. Je connais pas. Qui est dans les cartons depuis très très longtemps. Ça pourrait nous faire une très bonne trilogie. Ce serait chouette. Brandon Sanderson, aux États-Unis en tout cas, en France un peu moins, c'est une grosse sensation de l'édition fantasy depuis des années. Dans un tout autre style que George R. R. Martin. Mais vraiment hyper intéressant, hyper prolifique. C'est hallucinant. Cette année, il a sorti 4 projets des fagots. Non, mais le mec, je sais pas à quoi il tourne, mais il tourne à quelque chose, quoi. C'est même plus du café qu'il a en intraveineuse, là. Mais bref, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et il faut pas oublier aussi Narnia. Narnia qui va avoir son reboot du côté de Netflix. Alors c'est pas pour tout de suite, mais c'est Greta Gerwig qui est derrière. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a à se mettre sous la dent en ce moment, en dehors de House of Dragon. C'est pas de la fantasy pareil, mais il y a Scholomance qui est prévu d'être adapté aussi. De Naomi Novik. C'est Harry Potter, ça avait été bien fait. En gros. C'est Harry Potter de manière... Ça fait 20 minutes qu'on parle et c'est déjà extrêmement violent, mais... c'est déjà violent, mais c'est extrêmement bon. C'est du voyer bien écrit, et c'est prévu, c'était Prime qui avait acheté les droits. Et vu comme c'est parti, ça a l'air d'être quand même plutôt bien avancé. Donc il y aurait ça aussi. C'est dans un tout autre registre de fantasy, mais ça reste de la fantasy quand même. C'est plus de l'urban fantasy. Mais c'est extrêmement bien foutu, et du coup ça pourrait peut-être aussi relancer un peu le côté fantasy chez les jeunes que t'as plus depuis Harry Potter globalement. Parce que bon, la folie Narnia elle est passée depuis très longtemps. Il y a eu la boussole d'or. Aussi, pareil, malheureusement, qui a pas. Bon, il y a eu en série, voilà, c'est ça. Mais qui a clairement pas fait du tout le chiffre que ça aurait dû faire. Non,
de manière très dommage. Et puis sinon, dans un autre registre, il y a Good Omens en fantasy, mais pareil, c'est plus de l'urban fantasy, quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai que pareil. moi, j'attends de la high fantasy un peu oui, de la Seigneur des Anneaux, quoi. Ça, là-dessus, honnêtement, on n'a plus rien, mais depuis des années, quoi. Ouais, donc, c'est clair. Peut-être moi, je fais confiance à Nintendo. Alors qu'au niveau lit, t'as de quoi faire, hein. Ah bah, c'est clair. Mais, au niveau, adaptation, je pense qu'ils peuvent. Tu vois, je pense que depuis... oui. Donc peut-être que Zelda pourrait entrouvrir un petit peu de nouveau cette porte. Entrouvrir la porte, peut-être. Bon, on verra. Ou la fermer complètement. Ouais. C'est vraiment un kick-double, quoi. Oui, mais la question, après, faut qu'on continue les brefs, mais la question, c'est, vous allez forcément aller au cinéma Day One pour découvrir ce film, quand même. Oui. Clairement. Ouais, voilà. Clairement. Ouais. Parce que c'est quand même d'un coup le seul film en live action qu'on aura. Mais compte sur moi, bien entendu. En tout cas, il y a une porte qui s'est complètement bien ouverte cette semaine, c'est celle des acteurs de la saga AFTRA qui peuvent enfin de nouveau retourner au travail. Cela faisait 118 jours qu'ils luttaient pour leurs droits face aux studios américains. Alors ils ont réussi à obtenir un fléchissement de la part des studios, pas complètement complet, il y aura évidemment, il y a eu des compromis qui ont été faits dans cette négociation. Ce qui s'est passé surtout, c'est que il y a eu une espèce les négociateurs de la saga AFTRA ont surtout fléchi eux-mêmes sur ce qu'ils demandaient en termes de pourcentage, en fait, des revenus du streaming. Donc là où ils demandaient un pourcentage net des revenus globaux par année, en fait, ils se sont mis d'accord pour avoir un budget qui est alloué chaque année de 40 millions de dollars et qui sera réparti en fonction des séries et des films qui feront le plus de vues sur les plateformes de streaming. Évidemment, bon, tout ça, c'est à la fois un échec, mais c'est aussi un grand pas en avant, puisque enfin, on va pouvoir retourner au boulot, et surtout, ils ont gagné sur beaucoup d'autres tableaux, notamment l'encadrement des intelligences artificielles dans leur métier. Ils ont gagné aussi sur la protection sociale des acteurs, tout ce qui est minimum salarial, tout ce qui est couverture d'assurance, etc. Donc, globalement, ces 118 jours, qui sont évidemment un record pour la saga AFTRA en termes de grève, ont réussi à payer malgré tout. Donc voilà, tout ça, ce sera bien entendu renégocié dans 3 ans, comme tous les contrats des guildes. Donc d'ici 2026, on en reparlera bien entendu dans Pop News, si on est toujours là. Mais quoi qu'il arrive, voilà, c'est une bonne nouvelle, puisque les tournages vont pouvoir reprendre. On en avait parlé il y a 2 semaines dans un précédent Pop News, mais grosso modo, il va y avoir un entonnoir, un effet d'entonnoir au niveau des productions, c'est-à-dire que toutes les grosses productions vont vouloir reprendre leur tournage immédiatement au même moment, donc il va y avoir une espèce de pénurie de studios de tournage, etc. Donc il va y avoir des décalages et des projets qui seront priorisés. Bien entendu, on en a parlé tout à l'heure, mais Deadpool 3, c'est évidemment priorisé, Gladiator 2, c'est priorisé, Beetlejuice 2, qui lui restait que 2 petits jours de tournage, va aussi être priorisé. Bref, tout ça, ça fait partie des projets qui vont se relancer le plus vite possible pour pouvoir tenir un petit peu leur date de sortie. Ce sera le cas de Superman Legacy chez DC, qui maintient sa date de sortie en juillet 2025, a annoncé James Gunn. Donc voilà. Clôture enfin de cette période de grève à la fois pour la WGA. On pensait que ça serait plus rapide après la fin de la grève de la WGA. Ça a duré 3 semaines de plus quand même pour la saga AFTRA. Les studios ont vraiment joué le pourrissement du projet jusqu'au bout. Ils ont fini évidemment par fléchir sur les choses les plus importantes, mais ils ont maintenu quand même leur cap sur les choses qui étaient importantes pour eux, à savoir leur porte-monnaie, bien entendu. Voilà pour la saga AFTRA. Je vous propose qu'on parle un petit peu de John Wick. Adrien, tu as 2 nouvelles à nous apporter au sujet de cette licence. Ouais, alors la première, c'est Chad Stahelski, le réalisateur de John Wick 4, qui l'a annoncé dans le podcast The Discourse Podcast, désolé pour mon accent anglais, que John Wick 5 est actuellement en cours d'écriture. Voilà, on aurait pu penser qu'avec John Wick 4, la saga était terminée, mais non, pas du tout, ça continue, comme tu viens de le dire dans la brève précédente, l'argent appelle l'argent, voilà, c'est très important de faire du fric, donc on continue avec John Wick 5, bon, pourquoi pas, c'est toujours très sympathique John Wick, on avait bien aimé John Wick 4, on en avait parlé dans le podcast lors d'une critique il y a quelques temps. Et la deuxième annonce par rapport à John Wick, c'est le développement de l'univers en fait de la saga. Toujours dans le même podcast, le réalisateur en fait a annoncé qu'il y aurait plus de contenu autour de l'univers de John Wick en développement, notamment une série télé. On sait qu'il y avait déjà eu la série The Continental qui s'intéressait en fait voilà
l'accession au pouvoir Ouais. voilà, du directeur du Continental sur 3 épisodes, une sorte de mini-série. C'était plutôt sympathique. En tout cas, moi, j'avais bien aimé, dispo sur Prime Video. Et cette nouvelle série, en fait, s'intéressera à de nouveaux personnages et certains personnages aussi introduits dans John Wick 4 pourraient être explorés dans la série. Ce sera donc l'occasion de se concentrer sur d'autres persos, d'autres héros, et donc de laisser un petit peu de côté John Wick et Keanu Reeves, malheureusement, qui est quand même le mec qui porte la saga, quoi. Bien sûr. Ouais, est-ce qu'il transforme derrière, à savoir avoir un univers autour de John Wick sans John Wick? Et il va falloir attendre évidemment les projets ciné notamment, avec Ballerina et Anna de Armas. C'est ça. Et il se murmure que cette série-là, celle dont je viens de parler, pourrait s'attarder sur la high table, la haute table, je sais plus comment on dit en français. Voilà. En tout cas, tout le mystère autour des assassins et de la création du monde des assassins, voilà, ça pourrait s'intéresser à ça. Donc pourquoi pas, c'est pas idiot de développer le monde de John Wick. Un univers pour tout désormais. Le multivers John Wick, c'est parti fort. Le Wikiverse finalement. C'est donc ça le multivers. Ok, alors évidemment, cette semaine, Netflix a sorti les annonces dans tous les sens. C'était la fameuse Geek Week, à savoir tous les contenus, on va dire un petit peu geek, nerd qu'ils ont à leur catalogue. Ils font des annonces en ce moment, et celle qu'on a évidemment retenue, c'est l'annonce de la date de sortie assez floue, mais quand même assez précise, d'Arcane saison 2. La date de sortie de cette série animée qui avait fait un raz-de-marée, c'était quand déjà? C'était en 2021, 2021, ouais. 2021, ouais. Fin 2021. C'était déjà il y a 3 ans, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. On a désormais eu un petit teaser avec Jinx qui nous tourne le dos, avec la fameuse petite musique qu'elle murmure et qu'elle chantonne dans la saison 1, et une date de sortie, la saison 2 d'Arcane débarque en novembre 2024. C'est évidemment une excellente nouvelle. Le studio d'animation Fortiche, qui est français, et porte bien son nom d'ailleurs, nous gratifiera de cette saison 2 d'Arcane, et moi très honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est de la voir. Grosse attente pour cette saison 2 d'Arcane qui sort du coup en novembre 2024. On a le temps de l'attendre, mais à la fois c'était tellement bon la saison 1, j'espère qu'ils vont pas se rater sur la suite, quoi. T'avais regardé Noémie? Ouais. Avais-tu regardé, Noémie? Oui, j'avais regardé. Mais je vais être à l'encontre de tout le monde, j'ai pas spécialement aimé. Oh non. Voilà, j'ai pas supporté j'ai détesté la sexualisation du personnage de Jinx. Y'a rien qui m'énerve plus de sexualiser des gamines malades dans leur tête. C'est un truc qui m'énerve, et alors c'était magnifique, j'ai trouvé ça sublime. C'est superbe. Mais alors vraiment, ce qu'ils ont fait du personnage de Jinx, ça m'a... Enfin, j'ai éteint bon nombre d'épisodes où j'ai dû me calmer, faire un tour, boire un coup et revenir, tu vois. Ouais. Où vraiment, c'est le genre de choses en fait où je me dis, on est en 2021 à l'époque et on est encore en train de montrer ça, et il y avait un côté Harley Quinn plus, je trouve ça. J'ai pas non plus aimé les films avec Harley Quinn spécifiquement pour ça, quoi. C'est vraiment. C'est vraiment le male gaze à fond, moi ça me saoule, et pourtant j'aime les femmes, tu vois. Enfin, oui, c'est bon, oui, très bien, elle est sexy, elle est jeune et elle est tarée. Oui, bon, bah écoute, fort bien. C'est... Est-ce que ce sera mieux traité dans la saison 2 ? Bah écoute, on verra. Ça va pas être pire. On verra. On sait pas. On en reparlera. Mais après, par contre, oui, clairement, je salue le côté technique et tout. Enfin, c'était absolument sublime. C'était impressionnant. C'était sublime. Clairement. Ok, et bien écoute, parlons de ce reboot de The Office dont on avait parlé il y a quelques semaines. Et est-ce qu'il va se faire au final, ou est-ce qu'on n'avait pas spécialement compris de quoi il s'agissait ? Bah, c'était pas très clair à l'époque, en tout cas, tous les médias rapportaient que c'était un reboot pur et dur de The Office, mais en fait, Greg Daniels, le créateur de The Office États-Unis, donc The Office US, a développé un tout petit peu plus dans le magazine The Wrap, le magazine américain, en indiquant en fait que ce sera pas exactement un reboot, mais que ce serait plus en fait une continuation dans l'univers de la série, un peu comme ce qu'on peut voir avec The Mandalorian avec Star Wars, une sorte de spin-off en fait à The Office. Okay. Donc il insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas refaire la même série avec un casting différent, parce qu'il évoque en fait la perfection du casting d'origine, et ça en même temps c'est indéniable, c'est très compliqué de retrouver un Michael Scott aussi bon quand c'est pas Steve Carell. Et pour lui,
En fait, il imagine un projet où une équipe de documentaires se concentre sur un sujet différent, donc pas forcément le bureau, mais reste vague sur la forme exacte que cela pourrait prendre, quoi. Donc bon, pour l'instant, c'est encore à l'état d'ébauche, tu sens que voilà, il n'est pas très très clair sur ce qu'il veut, et il se concentre aussi sur la saison de Upload qui pourrait débarquer bientôt, parce que Upload, c'est sa série du moment sur Prime Video, qui est pas mal du tout. Là, je suis sur la 3, qui est la saison actuelle, et il espère une 4e saison. Ça ne veut pas The Office, bien évidemment, mais ça reste dans l'ambiance un peu débilos qu'on pouvait retrouver dans la série. Donc à voir pour un reboot, quoi. Ok, bah écoute, on verra. Et alors, pendant que je me gratte le nez, Noémie, The Office, tu aimes bien? J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Oui, c'est une série que j'aime bien. Elle passe le temps. Ouais, série, moi j'avoue que j'ai complètement découvert pendant le confinement, le premier confinement, et ça a été complètement ma série doudou pendant cette période-là. Et franchement, une fois que ça s'est terminé, moi j'étais en chiale, quoi. les adieux sur la fin, ça m'a complètement cueilli. En vrai, j'ai arrêté j'ai arrêté d'y porter trop attention quand Michael Scott était plus là. Je comprends. Oui. Ou après, c'était plus vraiment pareil. C'était plus aussi. Ouais. Voilà. Ils mettent une saison avant de se retrouver. Et après, c'est la dernière. Et la dernière, elle est sympa, mais elle est pas. Et dans le chat, on a Anthony qui dit: j'ai fait le pilote, j'ai arrêté. C'est vrai que la saison 1 est plus compliquée que les suivantes. Il faut s'accrocher pour justement accrocher à The Office. Moi, je recommande toujours aux gens qui n'ont jamais vu The Office de commencer par la 2 directement. C'est pas bête. Parce qu'en fait, tu rates rien du tout. Oui, c'est pas pareil. Et t'as vraiment The Office US à partir de la 2. Ouais, c'est clair. Par contre, The Office UK, faut tout regarder, c'est vachement bien. Ouais, mais ça, tu vois, c'est encore un truc qu'il faut que je regarde pour le coup. Ah oui, je suis très vendu sur l'humour britannique, moi. Donc, je comprends. Incroyable. Et on va terminer les brèves avec la petite bande-annonce de la semaine. Alors il y en a eu d'autres, hein, évidemment, mais celle qu'on a retenue, c'est celle de Vice Versa 2 qui a été révélée dans une première bande-annonce, un teaser, hein, comme on dit. L'idée, c'était de nous montrer un petit peu quel était le concept de ce deuxième film Vice Versa. Et le concept, c'est assez simple, hein, c'est que désormais, il y a encore plus d'émotions. Dans la tête de cette petite fille dont le nom m'échappe, mais Riley, merci. Et donc là, a priori, on va plus s'intéresser à l'adolescence de cette jeune femme, et donc du coup, la naissance, c'est la découverte de nouvelles émotions, à savoir, alors elles n'ont pas été nommées, mais dans le teaser, il y a un petit moment où il passe plein d'émotions, il y a ennui, il y a embarras, il y a des choses comme ça, et je me dis... Il y a surtout anxiété. Il y a surtout anxiété, et honnêtement, moi je me dis que un film Vice Versa 2 qui évoque l'adolescence et qui se concentre sur ces émotions-là, j'ai très très envie de voir ça. Anxiété est jouée par Maya Hawke de Stranger Things notamment dans le film, et moi j'ai très envie de voir ça. Ça sort en juin 2024 et c'est un nouveau film Pixar que pour le coup j'ai envie de voir. Pareil, ça faisait longtemps que j'avais pas été hypé par une bande-annonce de Pixar, donc là c'est cool, ça a l'air très très sympa. Ouais. Et pourtant j'étais pas fan de Vice Versa 1, mais là ils ont peut-être un concept avec l'adolescence, ça peut aller encore plus loin. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Ouais. T'as bien aimé toi ou pas, Noémie, le premier Vice Versa? Non. J'aime très peu les trucs pour enfants. J'avoue que Pixar et Disney en règle générale, ça a beaucoup de mal à passer chez moi. J'ai passé un moment ok devant, mais je l'ai pas revu depuis que je suis allée le voir, quoi. Ouais. Voilà. T'as même pas pleuré quand... Ah ouais, tu fais comme c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Hein. Je rigole. Ouais, les trucs pour enfants, ça me fait cringe, mais d'une force où je peux pas en fait. Je suis comme ça. Okay. Honnêtement, je suis comme ça dans le siège et je suis là genre vraiment, genre. Ok, mais voilà, écoute, c'est tout pour les brèves de cette semaine.